Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à votre rubrique L'invité du soir. Pour ce mardi, de façon exceptionnelle, nous recevons notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir Agapit Napoléon. Bonsoir Théodule. Bonsoir à tous mes téléspectateurs. Merci d'être au rendez-vous de ce soir. Répartition des pouvoirs au sommet de l'État, parlant des institutions de la République. Et si on remettait les quatre enjeux, c'est bien le thème de nos échanges avec notre consultant politique. Vous l'aurez remarqué, depuis quelques temps, nous assistons à des contestations des décisions, même celles de la justice. On y voit souvent derrière ces décisions la main du pouvoir de l'exécutif, alors que ce sont des tests votés par les députés, donc par tous, qui devraient être appliqués sans restriction et sans réserve. Mais qu'est-ce qui justifie donc cette méfiance? Doit-on en arriver à l'équilibre des pouvoirs au sommet de l'État? Autant de questions pour lesquelles le consultant Agapit Napoléon Maforican nous apportera ses clarifications tout de suite. Agapit Napoléon Maforican, dites-nous, mais qu'est-ce qui justifie donc cette méfiance accrue envers les décisions prises par la justice et nous? Oui, merci Théodule. C'est pas que de la justice qu'il est question, c'est toute la méfiance dont font preuve les acteurs politiques lorsqu'il est question disons, de subir la rigueur de la loi ou la rigueur donc de l'organisation qui a mis en place. Je dis que ce n'est pas nécessairement de la justice qu'il est question, parce que lorsque l'autorité administrative, qui est la haute autorité de la communication par exemple, prend une décision contre un organe, on voit toujours la liberté de presse en danger. On ne voit pas peut-être l'assainissement en cours. Ça peut être une question de l'assainissement en cours. Nous tous, on peut avoir des déviances. Lorsque vous voyez, on dit la peur du gendarme est le début, est le commencement de la sagesse. Donc, dès lors que l'autorité qui a en charge la gendarmerie professionnelle prend une décision, pourquoi on ne salue pas une décision de salubrité, mais on voit le danger qui est sur la profession. C'est vrai qu'il faut avoir de la veille professionnelle, il faut avoir de la veille politique, il faut avoir la veille citoyenne pour empêcher que l'État abuse de sa posture, de sa suprématie. Parce que l'État est immense, c'est vrai. Mais au même moment, il faut quand même une posture, une certaine confiance et une discipline dans l'acceptation du jeu. Et c'est pour ça que nous parlons de remettre la carte en jeu. Remettre une carte en jeu veut dire quoi? Peut-être au départ, on va dire que non, l'un s'est débrouillé pour avoir plus de joker, l'autre s'est débrouillé pour avoir plus d'as. Alors donc on dit non, on remet tout en jeu, on redéfinit la règle et on repartage les cartes. Alors ça permet... donc je disais que ce n'est pas qu'au niveau judiciaire. C'est vrai que c'est plus appesanti au niveau de justice constitutionnelle, justice administrative, justice pénale. On a toujours l'impression, je ne parle pas de la justice des comptes parce que là, disons que c'est pas encore très probant, mais le même problème vient. Parce que lorsque la Cour des comptes, on va sortir un rapport, sur tel aspect, on peut toujours voir. On scrute et on voit toujours une certaine main. On scrute et on voit la main, surtout du pouvoir. La main, surtout de l'exécutif. Donc, vous voyez, les gens disent, ah non, on n'est pas représentant de la Cour constitutionnelle, c'est la Cour, le chef d'État a envoyé ça. Oui. Et quand vous regardez même la Constitution, c'est vrai qu'une certaine part belle est faite à l'exécutif, dans la désignation des autres pouvoirs, qu'on dit quand même de contre-pouvoir. Donc ça pose un problème d'équilibre aussi. Et que le candidat Patrice Talon avait évoqué sérieusement dans son projet de société et qu'il a tenté de mettre en œuvre dans le projet de révision de 2017 qui n'a pas prospéré. Donc, c'est vrai qu'on n'a plus trop évoqué ces questions, mais les questions restent en jeu. Les questions restent en jeu. Il y a eu une révision en 2019 qui est une révision à minima, mais il faut repenser l'État. En repensant l'État et les rôles au sommet de l'État, il faut se demander est-ce qu'il n'y a pas d'institutions qui en gagnent plus, qui en ont beaucoup plus, qui au point d'en écraser d'autres. Il faut appeler la discipline et la confiance des acteurs. Parce que en fait, lorsqu'on s'entend pour dire c'est lui qui est notre chef, ça veut dire qu'il a plus de droits que d'autres. Le fait d'être chef l'expose, mais en même moment le protège. C'est l'un ou l'autre. Il passe plus de temps à s'occuper des affaires des autres, mais au même moment, il doit être couvert pour pouvoir le faire. Donc,
ces postures offrent des avantages, mais aussi ont des charges, c'est des charges. Comment nous créons, comment nous gérons la surcharge au niveau du président de la République, lui qui est d'abord le président de la République, mais il est le chef de l'État. Il n'y a pas deux chefs de l'État dans un État. Donc le chef de l'État veut dire qu'il a suprématie sur les autres. Mais parce qu'il a suprématie sur les autres, il a plus de responsabilité vis-à-vis des autres. Alors, quelle discipline des acteurs? Les acteurs, c'est ça, faire allégeance. Avant, vous allez voir, au niveau de certaines religions, lorsqu'on désigne le chef, je pense au niveau de l'Église catholique, on fait allégeance à l'évêque et au cardinal. Je pense que c'est ça. Parce que faire allégeance, c'est dire, je te reconnais comme mon chef. Et je suis redevable, je suis droit, je suis prêt, je suis disposé à exécuter tout ce que tu me commanderas pour le bien du service. Les militaires ont ça. Comme mot d'ordre, lorsqu'ils installent le chef d'état-major ou bien un directeur, en tout cas un responsable, on le reconnaît comme chef et on lui obéira en tout ce qu'il vous commandera pour le bien de l'institution. C'est cela. Et ça veut dire que la personne devant vous n'est plus l'individu que vous connaissez, c'est l'autorité que cette personne incarne. Absolument. Nous, on va dire, ah, c'est Théo Yaé, comment Théo Théo n'est plus le même Théo. Le Théo d'hier, le chef d'aujourd'hui. Donc, donc, le Théo que tu as connu hier, même le Théo dont tu as mis le pied à l'étrier, n'est plus le Théo qui est désormais chef. Il faut connaître ces choses, il faut les intégrer dans. Alors, mais lorsqu'on a dit ça, il faudrait maintenant que le Théo même n'écrase pas. Et c'est puisqu'on peut avoir confiance en l'homme, on ne peut pas avoir confiance. La confiance n'est pas le contrôle, on peut mettre un garde-fou. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut remettre les cartes en jeu. Remettre les cartes en jeu, c'est-à-dire reparcourir un peu nos institutions. Ce que je dis n'est pas qu'au Bénin. Le même débat est en France, aujourd'hui. Parce que nous parlons français, nous suivons l'actualité française. Mais depuis plus d'un an, la France, même depuis le retour c'est même pas que, peut-être même depuis 20 ans, depuis la création du Front National, il y a un malaise républicain. Un parti ne peut pas exister en tant que parti politique dont l'ambition est de conquérir et d'exercer le pouvoir politique et être voué aux gémonies et être taxé de tous les noms. Mais le peuple français en 2002 a voté pour que Jean-Marie Le Pen soit au second tour. Mais on a fait front républicain contre lui. C'est antidémocratique. C'est antidémocratique. Le front républicain est antidémocratique. Parce que c'est comme si nous, on se met à la place du peuple en disant, lui il est mauvais, nous sommes les meilleurs. Et on va, alors, on dit que le peuple est souverain, d'accord, mais lorsque vous rabâchez quelqu'un de tous les noms, tout le temps, mais au point où, au niveau institutionnel, on s'allie pour l'empêcher. Alors, le jeu politique sur le terrain fait que, bon, le Front National a été pestiféré. Moi, je ne partage pas le courant, les propos de Jean-Marie Le Pen, personnellement, quand même. Mais je trouve quand même que c'est des idées. À partir du moment où la France estime qu'il peut être parti politique, on doit lui laisser au même niveau d'égalité. Mais c'est une stigmatisation dangereuse qui a fait qu'on a pu faire depuis près de 2 décennies. Alors Marine Le Pen, la fille vient, elle essaie de remodeler, de renouveler, mais elle n'a pas facile. Aujourd'hui, c'est le Front, la Renaissance nationale, c'est le premier parti de France. Mais regardez comment elle est représentée au Parlement français. Elle n'est pas représentée réellement dans les instances. Donc, alors, quelle est cette démocratie qui peut créer un peu plusieurs vitesses, au nom de je ne sais quel front? C'est pas normal. Et donc, on peut comprendre qu'elle regarde pas. Elle regarde la décision de justice qui vient d'avoir été prononcée contre elle comme une décision politique. On peut comprendre. Moi, je ne suis pas partisan. Comme je le dis toujours, lorsque la règle du jeu, lorsque le jeu est en cours, on doit reconnaître à chaque institution ses prérogatives. Donc, les attaques contre la justice, je trouve que ce n'est pas normal, c'est immonde, ce n'est pas sérieux. On ne peut pas. C'est une institution de la République. Et avec ses pouvoirs. Ces pouvoirs sont, disons, expliquent que tout le monde l'attaque. Parce qu'il y a quand même de grands pouvoirs. Juger quelqu'un, avoir le pouvoir de juger, c'est quand même quelque chose de sublime. Il n'y a que Dieu est notre seul juge. Alors lorsqu'un individu peut avoir ce pouvoir, il devient quand même quelqu'un de... Donc, les attaques contre la justice ne sont pas normales. Mais au même moment, on peut se poser la question de savoir, est-ce que
Ces attaques-là, quel est leur fondement? On peut stigmatiser, on peut stigmatiser le manque de confiance, le manque d'humilité, le manque de sérieux, mais au même moment, est-ce que la justice elle-même s'autorégule? Voilà la question qu'il faut se poser. Est-ce que la justice s'autorégule? Est-ce qu'elle n'en fait pas de trop? Est-ce qu'il n'y a pas des abus? Est-ce qu'il n'y a pas... Là où il y a un homme, il y a un abus. Possible. Il n'y a rien à dire. Lorsqu'il y a un homme, il y a un abus possible. Alors donc, comment fait-on pour encercler, pour encadrer ces abus, pour qu'il n'y ait pas de... Donc, voilà pêle-mêle des questions qu'on ne peut pas jeter d'un revers de la main, repousser de l'autre. On doit en tenir compte aujourd'hui. La démocratie est en crise. Elle est en crise de confiance. Elle est en crise d'acceptation. Elle est en crise d'humilité. Parce que les acteurs ont tellement triché, contourné, essayé, tripoté, partout sur tous nos cieux, qu'aujourd'hui on se pose la question de savoir, mais il nous reste quoi? En France, il y a une coalition qui a gagné le pouvoir. Ce n'est pas la coalition là qui est au pouvoir, qui dirige la France. Ça pose un problème de pourquoi le citoyen va aux urnes. Si le citoyen doit aller aux urnes, pour que l'ordre qu'il a combattu se maintienne, alors ça pose un problème. Alors qu'est-ce qu'on reproche aux dictatures? C'est ça la question. Donc, je parle de la France parce que c'est comme je vous l'ai dit, c'est un peu nos repères, c'est ça que je ne sais pas comment les personnes suivent l'actualité allemande. Je ne sais pas comment les personnes suivent l'actualité chinoise. Quoique nous suivons tout ça. Et donc, je pense qu'au niveau de la France, il y a plein de choses à corriger. Et parce que l'ordre actuel est loin d'être vraiment un modèle démocratique envié. Ils ont une culture démocratique sans doute, mais le modèle aujourd'hui, le modèle tel qu'il est déroulé, montre une crise. La France est toujours dans la 5e République française. La constitution de 758, amendée en octobre 61, 62. Mais aujourd'hui, si vous questionnez cette constitution, vous allez voir que ça n'a plus rien de l'esprit de la constitution de 58 avec Charles de Gaulle. Non, la constitution de Gaulle d'Hébré, de 61, 62, ce n'est plus ça. C'est une autre constitution aujourd'hui. Elle garde le truc de constitution de 58, 5e République. Mais c'est tout un ordre. Parce que les temps ont évolué. Oui, la constitution a évolué avec les temps et les pratiques. C'est normal. Mais après, il faut dire que les acteurs ont biaisé le jeu en cours de jeu. Qu'il est question aujourd'hui d'interroger les pratiques au regard des défis de l'environnement d'aujourd'hui et de demain. Très bien. Et donc, aujourd'hui, tel que vous le dites, il y a nécessité d'équilibrer les pouvoirs. Mais par quel mécanisme peut-on en arriver à l'équilibre des pouvoirs? Oui, c'est pour ça que, comme je n'ai pas de solution magique, je dis, bon, il faut qu'on remette les cartes en jeu. Il y a plusieurs manières de le faire. Il y a ce qu'on appelle les États généraux de la République. Nous étions allés à la conférence des forces vives. La conférence des forces vives est une sorte d'état généraux de la République. Lorsque tous les forces vives de la République se retrouvent, ils sont aux états généraux. C'est une formule, une expression française. Alors, oui, il y a les états généraux. Il y a la voie révolutionnaire. Non, c'est pas nécessaire aujourd'hui. La voie révolutionnaire, quelqu'un usurpe, quelqu'un, ça sent pas. C'est pas ça qui est souhaité aujourd'hui. C'est pas ça qui est souhaité. Donc, il y a 2 ou 3 autres voies. Ouais. Patrice Talon a failli réussir. Si la révision de 2017 avait fonctionné, on aurait eu d'équilibre au niveau de la HAC, au niveau de la Cour constitutionnelle, rien que ça, et au niveau même de relations entre le gouvernement et l'exécutif. Il avait des réformes qui étaient sérieusement engagées sur ces aspects-là. Parce qu'il parce qu'il est venu avec un certain nombre de postulats, dont celui d'équilibrer les institutions, les pouvoirs des institutions. Alors, on ne l'a pas eu, donc on peut continuer à réfléchir. Donc, comme je dis, il peut y avoir des états généraux, donc des commissions peuvent travailler sur l'équilibre de ces institutions-là et voir dans quelle mesure essayer d'assurer une sorte de fonctionnement, disons, cohérent pour que l'un n'écrase l'autre. Ça, c'est pas encore ça le drame. Pour moi, je trouve que nos institutions fonctionnent plus ou moins bien. En tout cas, c'est ma lecture des choses. Ce qu'il faut appeler ici au Bénin, c'est beaucoup plus la confiance des acteurs. C'est beaucoup plus la confiance des acteurs et le principe de reddition de comptes au sommet de l'État. La confiance des acteurs, c'est-à-dire, l'article 34 de notre Constitution, je l'évoque toujours, qui dit que tout citoyen béninois a l'impérieux devoir de respecter, quoi qu'il en coûte,
la Constitution et les institutions qui en découlent, ou bien les actes qui en découlent. En le disant, c'est quand même, c'est un appel à la discipline et au respect strict, donc à la sacralisation de la Constitution. Ce n'est qu'un texte, d'accord. On peut l'amender, d'accord. Mais tant que c'est là, c'est le totem. On doit, donc, il faut donner corps à ça pour créer l'obligation de réserve. Lorsque moi, un citoyen lambda, je dis certaines des choses, on peut m'interpeller. La police peut t'interpeller, l'institution de régulation peut t'interpeller, la justice peut t'interpeller. Mais quand l'homme politique le fait, c'est rare qu'on l'interpelle facilement. C'est rare. Donc, c'est bien que ça crée une sorte de deux poids, deux mesures. Comme si l'homme politique a plus. Parce qu'on se dit, mais est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on fait la menace, on ne peut pas dire? On a vu Sarkozy en France. Ce qui se passe avec Sarkozy, est-ce que ça peut se passer sous nos cieux en Afrique? Est-ce que ça peut se passer au Bénin? C'est pas qu'on souhaite que ça se passe au Bénin. Moi, j'ai aucun souhait. Mais est-ce qu'on peut le faire? On ne peut pas le faire. Il y a déjà eu des cas où la foule s'est conduite vers le tribunal pour dire non, ne touchez pas à notre papa. Parce qu'on estime que même si on t'interpelle, même si tu dois venir faire témoin, c'est que, tu es déjà accusé. Vous voyez, donc, oui, le mécanisme pour y arriver existe. Il y a question d'éducation des acteurs politiques. Il y a d'abord l'éducation, mais il y a une obligation à dire que, vous voyez, les bonnes manières sans coercition n'arrivent jamais à prospérer. Quand vous dites je suis croyant, donc, rien que votre baptême suppose que vous soyez croyant, on vous oppose les 10 commandements, et d'autres juste à l'interne de l'ordre. Si dans n'importe quelle congrégation vous entrez, il y a des règles à suivre. Pour qu'au moins on suive, on se dit qu'effectivement vous l'êtes. Vous êtes donc, la confiance là n'exclut pas que vous ayez à agir et à démontrer que l'article 34 de notre Constitution a créé un ordre que beaucoup ne respectent pas et que l'État lui-même ne travaille pas à faire respecter. C'est l'obligation. Donc, lorsque quelqu'un dit, moi, je ne respecte pas moi, je ne crois pas en la justice de mon pays, et il est un homme public, on doit lui demander alors à quoi il croit, et au nom de quoi il est là. Lorsqu'un député dit qu'on m'a volé ma victoire, et que les décisions ont été changeantes, trépatouillées, on va lui demander, mais, dis-nous, tu as des preuves. Si tu n'as pas les preuves de ce que tu dis, on l'inculpe. Hein, c'est ça. Donc, si on ne crée pas un mode on ne crée pas, disons, un mode d'exploitation, une sorte de manière de mettre, une sorte de manuel d'utilisation de l'article 34 de la Constitution, on va rester dans la pagaille actuelle. Donc, c'est dire que les pères de la Constitution de 90 ont tout prévu. En prévoyant cet article 34 et 35. Le 35, c'est la redevabilité, en clair. La redevabilité morale. Vous devez assurer, si vous êtes homme public, vous devez assurer le travail avec la probité, avec le sérieux, d'accord. Mais le 34 dit que vous êtes tenu de respecter la Constitution et l'autre qui en découle. De révéler la Constitution et l'autre qui en découle. Donc, du coup, vous ne pouvez pas continuer à remettre en cause les institutions de la République. Voilà. Il faut créer la confiance. Il faut créer l'exigence de redevabilité, donc aussi bien pénale, enfin légale, que morale. Et bien maintenant, il faut créer l'équilibre. Donc il y a un équilibre des institutions à mettre en place. Ça, il faut trouver l'abra palabre, il faut trouver les états généraux de la nation, il faut trouver des forats, il faut trouver donc les assises. Ça, c'est aux hommes politiques de voir dans quel contexte revoir un peu. Mais je dis au Bénin, notre problème n'est pas nécessairement ça. On essaie d'équilibrer. Nous sommes dans un régime présidentiel et je pense que l'essentiel, il y a quelques ajustements peut-être à opérer ici et là, notamment dans les relations entre les institutions, donc le président de la République et les institutions. Lorsque chacun opère, chacun dans son magistère, il est autonome, il faudrait que cette autonomie-là soit clairement. Donc, c'est dans la désignation des membres. Dans la désignation des membres. Lorsqu'on sait que nous sommes dans un contexte où nous ne pouvons pas dire « vous avez nommé, je ne vous reconnais pas ». Donc, celui qui te convoie à un poste, celui qui te convie à une responsabilité, tu ne peux pas lui tourner debout et dire « je ne te reconnais pas ». C'est de l'ingratitude. Donc, du coup, il faut tenir compte, le devoir de n'existe pas au Bénin, en Afrique. C'est le devoir de gratitude, de reconnaissance. Donc, du coup, il faut
tenir compte de ça dans la mise en place des institutions pour que le devoir de reconnaissance soit plutôt au mandant, c'est-à-dire le corps dont tu ressors, que au chef de l'exécutif qui a déjà beaucoup d'autres pouvoirs pour tenir sa République. Donc, ça c'est pour nous. Mais de manière générale, il faut que le monde s'équilibre. Regardez les Nations Unies. Les Nations Unies, c'est encore l'ordre de 45. À quoi sert le veto de 5 pays? Mais ça répond à quoi? Voilà la première question qu'on peut se poser. Mais au même moment, s'il n'y avait pas veto, vous savez la pagaille qui va exister. On va être dans un équilibre mondial terrible. Mais c'est ça qu'il faut créer. Il faut créer, à mon humble avis, c'est qu'il faut créer d'autres équilibres qui reposent sur les logiques constitutionnelles, et les logiques régionales et l'environnement et la géopolitique, que sur le pouvoir des armes, tel que c'est issu de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, l'ONU, aujourd'hui, il y a plein d'autorités, de grandes personnalités de renommée internationale qui estiment que l'ONU est un machin. Que l'ONU est un machin, en griffe. Alors, donc, l'ONU, on a besoin d'un gouvernement mondial de type ONU. On en a besoin pour l'équilibre du monde. On a besoin d'un arbitre mondial qui puisse parfois sonner la fin de la récréation. Donc, vous voyez, on est dans ce mouvement où il faut trouver le centre. Et trouver le centre, c'est réfléchir, c'est voir c'est où la circonférence, c'est où le diamètre, il faut savoir donc le diamètre, la circonférence, pour chercher le centre, n'est-ce pas? Voilà, donc, dans un cercle. Alors, donc, il faut qu'on travaille. J'ai l'impression que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on s'est assis et tout le monde s'appuie sur les logiques. Ce qui se passe chez nous, en Afrique de l'Ouest, avec l'AES, on ne peut pas ne pas en tenir compte. C'est une logique, c'est une évolution, c'est une nouvelle donne. On ne peut pas fermer les yeux. Donc, il faut rebattre tous ces quatre-là. Sur les DAO, machin, le Conseil de l'entente, c'est là. Il nous sert à quoi aujourd'hui? Et pourtant, il peut servir. Il peut servir. Alors, si on ne veut pas de lui, on le jette. Et on passe à autre chose. Donc, aussi bien à l'interne qu'à l'externe, il y a à remettre les cartes en jeu. Il y a à remettre les cartes en jeu d'une manière ou d'une autre. Il faut qu'on se replonge. Et au moment où nous pensons, c'est comme au niveau même des médias. Et je suis de ce côté-là. On doit remettre les cartes en jeu. On ne peut pas être des médias qui soient totalement tournés dos aux logiques pays. Un organe de presse doit d'abord être orienté vers le développement. On ne peut pas évoluer dans un environnement et dire moi je suis neutre, non je suis indépendant. Mais vous ne pouvez pas être indépendant dans un environnement dans lequel vous vivez. Vous devez vous impliquer. Vous ne pouvez pas être peut-être, disons, dans les clans politiciens. Vous devez être au-dessus de la mêlée. Mais dans la mêlée, en étant au-dessus, mais vous n'êtes pas hors de la mêlée. La mêlée est là, vous êtes en haut, donc vous avez un œil sur la mêlée. Et pour pouvoir en parler, donc, s'isoler, c'est pas un acte républicain, ça. Les logiques du Bénin ne sont pas les logiques des États de l'AES aujourd'hui. Vous voyez, donc, le journaliste béninois ne peut pas se comparer comme le journaliste nigérien et burkinabé, dans la mesure où les défis ne sont pas les mêmes à relever. Ça, mais si on dit, ah non, c'est mondial, c'est standard, la liberté de presse. Oui, la liberté de presse, bien sûr. Mais dans quel environnement tu es? La liberté doit se gérer en tenant compte également de la géopolitique, des réalités, des défis, du développement. Et donc, c'est un nom. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à questionner. Alors, notre monde est en grand mouvement, et en intense mouvement. Il faut réfléchir, il faut qu'on travaille, il faut des logiques géopolitiques qui permettent non seulement de se lamenter, et certainement pas, mais de repenser l'avenir, c'est de revoir l'avenir. Nous sommes dans une perspective 2060, c'est l'occasion de travailler pour pouvoir équilibrer ces choses d'ici, effectivement, 2060. Merci à vous, Agapite Napoléon Maforican, consultant en politique. C'est avec vous, nous avons parcouru la question qui se pose, répartition des pouvoirs au sommet de l'État, parlant donc des institutions. Et si on remettait les quatre enjeux, nous avons compris qu'il y a un grand travail d'équilibre, d'appropriation, donc de cet équilibre qu'il faut faire à tous les niveaux. Le même problème
problème se pose au Bénin et partout dans le monde. Vous êtes allé jusqu'à donner l'exemple de la France d'aujourd'hui et même d'autres pays. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Merci de nous avoir suivis. Rapide Napoléon Mafrican, merci d'être resté avec nous pour ces éclaircissements. Le grand soir continue. Actu Matin 120 minutes se poursuit. Juste, nous mettons un thème à la rubrique L'invité du soir. Le temps de continuer avec la suite du débat.